le CEO de Cofco lui avait dit je veux développer l'Afrique de l'Ouest. Et cette personne-là en question, avec qui j'avais travaillé pendant très longtemps, qui n'est autre que M. Paul Betson, a dit j'ai quelqu'un qu'il faut, j'ai la personne qu'il faut. Il me donnait tous les moyens nécessaires et il me donnait une feuille de papier blanc. Ils m'ont dit vas-y, maintenant on veut des flux à la destination, on veut développer cette destination-là. Et là, sur le continent africain et qui plus est sur l'Afrique de l'Ouest, c'est là où j'ai commencé réellement à aller sur le terrain et rencontrer des clients en Afrique de l'Ouest. Et maintenant, ça va bientôt faire 20 ans que je n'ai pas quitté ce continent-là. On dit souvent que pour bien connaître le fonctionnement d'une matière, il faut avoir vécu 2 récoltes. Parce que ce sont des produits qui sortent de la terre. Et aujourd'hui, le groupe Cofco est devenu un des leaders sur le marché des grains sur l'Afrique de l'Ouest. Mais pour faire ce métier-là, il ne faut pas avoir peur. Salut Grégoire. Salut Penda. Je suis contente que tu sois là, sur le canapé jaune, pour la première de Carrière Inspire Story. Eh bien écoute, merci beaucoup de ton invitation et je suis honoré d'être le premier. Est-ce que tu n'es pas le premier dans tout? Est-ce que tu n'as pas envie d'être le premier dans tout, justement? C'est une question. Non, je suis loin d'être le premier dans tout. Et ça n'a jamais été vraiment ma volonté. J'essaye d'être au mieux. Voilà. Ma passion, mon métier depuis de nombreuses années, c'est d'interviewer des personnalités comme toi et d'autres dans le monde de l'industrie des matières premières. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts dans les matières premières? Ce qui m'intéresse au travers de notre échange, c'est de pouvoir montrer, en tout cas permettre à différentes personnalités, notamment des jeunes étudiants qui se dirigent vers cette carrière, comment on y arrive. Il n'y a pas un chemin, il y a plusieurs chemins. Et peut-être qu'en entendant ton histoire, ça en inspirera d'autres. Comment tu as commencé? Comment tu tombes dedans? Est-ce que c'est l'industrie qui t'a choisi ou toi qui l'as choisi? Déjà, tu as tout à fait raison, il y a plusieurs chemins. Moi, je pense que déjà, depuis que j'étais petit, j'avais envie de faire du négoce. J'adorais quand il y avait, dans le village où j'habitais, la foire à la brocante. Je préparais ça à l'avance, j'allais vendre ça, je négociais avec des adultes. J'étais plus petit, j'adorais, je trouvais ça kiffant. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai eu la chance de pouvoir faire, lors de mes études supérieures en école de commerce, de faire des stages dans le négoce. Ceci grâce à mon beau-père, et qui faisait le même métier. Donc j'ai fait des stages dans le négoce. Et quand je suis arrivé sur le marché du travail, je savais absolument que je voulais faire du trading de matières premières agricoles. Mais ça, tu ne l'appelais pas quand tu me parlais de la brocante, etc. Tu ne l'appelais pas négoce. Tu avais envie de cet échange. J'avais envie de cet échange. Discuter avec des gens, trouver un accord, un espèce de peut-être de jeu de séduction, ou essayer en même temps, ça m'arrivait même sur les foires à la brocante, le matin, avant que tout le monde arrive, d'aller acheter des objets. Je les revendais les plus chers l'après-midi. Je n'amenais pas que mes objets à moi que j'avais envie de vendre. Donc si on part de là, finalement, les grands points dont tu te souviens, c'est la relation à l'autre, gagner sur une affaire. Oui, okay. Le challenge. Ok, d'accord. Le challenge. Donc tu arrives à cette école de commerce, ouais. Tu es dedans et tu fais des stages par hasard ou choisi? Non, choisi. Okay. Je voulais absolument faire des stages et je préparais ça à l'avance dans le négoce. Et le premier stage que j'ai fait, c'était dans une société qui vendait de la poudre de lait sur l'Afrique du Nord. Voilà, et c'est comme ça que j'ai appris à gérer des positions, du long, du short, la logistique. Bon, à l'époque, la communication, c'était avec des téléx, donc ça remonte à il y a quelques années, mais c'était génial et ça, j'ai adoré. Après, j'ai eu un autre stage et je l'ai fait dans une société en Espagne qui était dans la logistique, chez un armateur, donc c'était une autre facette du métier. Et puis c'est là où j'ai su que de toute façon je voudrais faire ça. Ouais. Et très rapidement, après, quand je suis arrivé sur le marché du travail, j'ai cherché que dans cette industrie-là. Et les premiers stages, tu m'as dit les avoir choisis sans connaître l'industrie? Exactement. Mais avec ce qu'on t'en avait raconté? Oui. Mais qui est-ce qui a été mentor comme ça, qui t'a... tu n'es pas obligé de me donner des noms, mais est-ce que c'est quelqu'un de ta famille qui racontait, qui avait des récits qui étaient un peu passionnants, où tu t'es dit je vais rentrer là-dedans? Déjà, dans ma famille du côté maternel, ils étaient dans le négoce de vin,
entre la France et l'Algérie. Donc ça, j'en avais discuté avec des oncles et tout ça, et ça m'avait toujours passionné. La logistique, le négoce, et puis aussi mon beau-père qui, lui, faisait ce métier-là dans la pétrochimie. J'en discutais énormément avec lui, et ça me passionnait. Qu'est-ce qui te passionnait? Le monde entier, géopolitique, l'ouverture d'esprit sur différentes cultures. Quand on est amené, c'est un métier où on est amené à voyager, à rencontrer différentes cultures, donc on doit en permanence s'adapter. On ne peut pas se dire, bah voilà, on a la science infuse, on sait comment on doit faire. Non, on doit s'adapter en permanence à l'autre, qu'on passe d'un continent à l'autre, du continent asiatique au continent africain. C'est pas du tout la même méthodologie. Et je trouvais que c'était quelque chose d'extraordinaire d'avoir la possibilité de voyager, premièrement, rencontrer d'autres personnes de cultures différentes, et puis au fur et à mesure nouer des très bons contacts et aussi faire des affaires qui étaient dans un bon esprit entre un acheteur et un vendeur. Alors toi, tu fais partie d'une époque, si je peux me permettre, parce que j'ai la même que toi finalement, où c'était plutôt, on parlait vraiment de négociants. Oui. On n'était pas derrière son ordinateur. Non, c'est horrible ça. Voilà, donc tu fais partie de la génération justement des traders qui sont en réalité des négociants, mais on utilise aussi ce terme trader. Et finalement, c'est les personnalités qui ont des aptitudes à voyager, à interagir avec n'importe quelle personnalité, à aimer le goût du challenge et du négoce. Oui. Et tu as commencé aujourd'hui tu es dans le grain, non? Oui. Tu as commencé dans le grain, tu as commencé dans une autre matière? J'ai commencé dans les engrais. Ah, tu as commencé dans les engrais, ouais. Où ça? À Paris, pour le groupe, à l'époque ça s'appelait l'UNCA, Union Nationale des Coopératives Agricoles, c'est devenu InVivo. Et j'ai commencé dans les engrais pendant 3 ans, et j'avais toujours envie de rejoindre le fleuron de l'industrie française, qui était le groupe Louis Dreyfus. Et par le plus grand des hasards, le groupe InVivo était voisin du groupe Dreyfus. Donc je rencontrais en permanence à la cafétéria des gens de Dreyfus. Et puis au fur et à mesure, ça s'est fait. Je suis rentré au sein du groupe Dreyfus, c'est ce que je voulais faire. Et je suis resté un petit bout de temps chez eux, et c'est ce qui a énormément lancé ma carrière dans ce métier-là. Louis Dreyfus, cafétéria, donc finalement tu rentres chez Louis Dreyfus? Oui, je rentre chez Louis Dreyfus. Grâce à quoi? Au niveau du département trading, tout ce qui était éthanol. Donc c'est au moment où il commençait à avoir le phénomène de mode avec les biofuels et l'intégration de l'éthanol dans tous les produits pétroliers. Et ça dépendait aussi du département trading de sucre, qui lui-même était basé à Londres. Et pourquoi on te recrute? Comment tu fais? C'est juste on s'est tapé dans la main? Oui, à force de discuter à la cafétéria avec des gens, différentes personnes, et puis à un moment il y a eu une opportunité, j'en discute avec la personne, et puis ça s'est fait assez rapidement. Ok, super. Voilà. Donc là c'est un autre monde pour toi. Oui. Et là, là tout de suite je me suis dit ça y est, c'est parti. Et j'étais là où je voulais être. Et très rapidement, comme quoi dans la vie il y a des opportunités qui arrivent, il y a eu une restructuration importante au sein du groupe Louis Dreyfus, avec celui qui allait devenir des années après le CEO de Dreyfus, qui était l'étoile montante, qui est Ian McIntosh, qui reprenait le département éthanol sous son aile, qui était tout le trading du sucre et qui était basé à Londres. Et très rapidement, ils m'ont proposé de venir à Londres. Et là, j'ai pas hésité. Je crois qu'il m'en a parlé une fois. Et le soir même, je rentrais chez moi et j'annonçais à ma femme qu'on partait à Londres. C'était en 99. Donc ça 99, veut dire... 26 ans. Moi, je relève une compétence supplémentaire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de partir, quoi. De saisir les opportunités. Mais je pense que ce n'est pas une question de ne pas avoir peur. Je pense que c'est une nécessité. Si on fait ce métier-là, il faut être géographiquement mobile. Alors ça, Sinon, il ne faut pas le faire. Ça, je l'ai souvent entendu. Je ne pourrais pas citer certains noms, mais la plupart des traders me disent si tu n'es pas prêt à ça, si quelqu'un n'est pas prêt à ça, il veut rester dans son petit cocon pas possible. C'est pas possible. S'il faut rester à côté des parents, des beaux-parents, des copains et tout ça, on peut avoir une opportunité de faire carrière, mais il va falloir avoir de la chance, parce qu'aujourd'hui, il faut aller chercher. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est l'Asie, c'est Londres, c'est Genève, c'est Dubaï. Et à un certain moment, on te propose une fois de changer, une deuxième fois de changer. On ne va pas te le proposer 3 fois parce que c'est toi qu'on va changer, quoi. Donc il faut être géographiquement mobile. Ok. Donc Louis Dreyfus, tu vas à Londres.
Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, tout bascule, tout se bouscule, tu prends en compétence. Quand est-ce que tu rentres dans tes spécificités de marché? Quand est-ce que tu deviens Grégoire l'ermite? Oh, je pense que ça met des années et on n'arrive jamais vraiment au bout, mais j'apprends énormément. Je suis entouré de gens très très compétents dans un marché très dynamique, très organisé, très structuré au sein de chez Dreyfus. Avec chacun son rôle et surtout un patron qui est devenu pendant des années un mentor, donc Yann McIntosh. Et pour citer une anecdote, un jour il me tape sur l'épaule, il me dit ça fait 2 semaines que je te vois assis sur ta chaise, si je te vois lundi prochain assis sur ta chaise ici, t'as pas besoin de revenir, tu seras viré, je te paye pour être sur le terrain et pas pour être au bureau. Et cette mentalité-là, un petit peu à l'anglo-saxonne, à savoir du flat management où on te donne les moyens de réussir, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, il faut prendre sa valise et puis aller se balader, aller rencontrer les clients et comprendre le marché et faire du business parce qu'au final, on est payé pour faire du business. Et alors, justement, tes premiers voyages, l'aventure commence où ça? Où est-ce que tu atterris? Les premiers voyages, c'était c'est complètement différent à aujourd'hui parce que c'était tout ce qui était Amérique centrale, Guatemala, Équateur, Bolivie, Pérou, tout ce qui était un petit peu le grenier de l'éthanol et du sucre en dehors du Brésil. Donc j'allais très souvent là-bas. Ah oui, j'y allais seul. Au début, sans connaître personne, sans arriver à l'aéroport, j'avais jamais mis les pieds là-bas. J'arrivais, je me débrouillais. Mais tu avais préparé tes rendez-vous tout seul? J'avais passé 2-3 coups de fil en disant voilà, j'arrive, ça serait bien qu'on se voit. Et ensuite? Et ensuite, tout se mettait en place. On doit s'adapter une fois de plus. Si on avait rendez-vous le lundi et qu'on arrivait le lundi, que le client finalement avait oublié ou quoi que ce soit, on essayait de remettre ça au lundi après-midi, au mardi. Et ça m'arrivait plusieurs fois. J'avais un avion de retour le jeudi ou le vendredi. J'étais resté 3-4 jours de plus parce que j'avais pas vu tout le monde et je voulais surtout pas rentrer sans avoir vu tout le monde. Parce que c'est un investissement en temps et en argent le voyage. L'entreprise met beaucoup d'argent là-dedans, donc il faut optimiser au maximum. Voilà. Et une anecdote justement sur cette période-là de démarrage, est-ce qu'il t'est arrivé des choses surprenantes oui. qui te permettent de grandir et d'apprendre? Oui, je crois que c'est un bon souvenir, ça. C'était au Nicaragua, donc j'avais même pas 30 ans, j'avais 28 ans, je commençais à peine, et au Nicaragua, j'étais dans les bureaux d'un industriel qui avait une unité d'éthanol, de production d'éthanol au Nicaragua, et puis là il me dit est-ce que tu veux aller visiter l'usine? Et je dis ok, d'accord. Il me dit bon, il passe un coup de fil. Il me dit viens, on y va. Et là, on va dans l'ascenseur. Il appuie sur le 10e. Et puis finalement, il y avait l'hélicoptère qui était sur le toit. On avait rapidement visité ça en hélicoptère en passant tout au-dessus de la ville du Nicaragua, de la capitale, des volcans et tout ça. Et c'était magnifique. Voilà, on a la chance en voyageant de voir non seulement des différentes cultures, de rencontrer des différentes personnes, mais aussi d'avoir des expériences et voir des paysages qui sont fantastiques. Et ça, c'est génial, on n'a pas ça quand on reste chez soi. Non, c'est sûr, mais ça demande aussi un certain type de personnalité, mais on conclura probablement là-dessus. Mais raconte-nous la suite de ton voyage, de tes aventures dans cette carrière. Donc l'Amérique du Sud, allez, tu es parti, tu as moins de 30 ans. Oui, et puis après, à Londres, pendant de 99 à 2005 à Londres. Vraiment, ça reste aujourd'hui des très 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 bons souvenirs avec une équipe fantastique au sein de. Qu'est-ce que ça s'appelle une équipe? C'est quoi une équipe fantastique pour toi? C'est un mélange de quoi? Que des gens compétents, que des gens qui aimaient travailler ensemble, qui s'amusaient ensemble, qui étaient solidaires les uns envers les autres. Personne ne se tirait dans les pattes. On avait tous un rôle bien établi et on voulait tous surtout rendre des résultats et une copie parfaite auprès de notre patron qui était quelqu'un d'extraordinaire et qui nous donnait l'envie de performer en permanence. Donc ça veut dire qu'une équipe performante, c'est des gens qui aiment travailler ensemble oui. Et qui travaillent dans la même direction, qui se soutiennent. Absolument. Mais c'est aussi un management qu'on a envie de respecter. Est-ce que cette personne, tu la respectais? Donc vous étiez tous très heureux de travailler pour cette personne, mais tu la respectais pour ses compétences, pour ses réalisations,
pour ce qu'elle avait déjà fait, parce que c'est un trader. Pourquoi cette personne était autant... Pour l'ensemble, avant tout pour son charisme, pour sa droiture. Quand il disait quelque chose, il le faisait. Il n'y avait jamais il n'y avait jamais de coup fourré. Il nous laissait carte blanche et il était là pour nous féliciter, il était là pour nous engueuler quand il fallait, mais surtout pour nous motiver. Et je pense que dans ce métier-là, c'est un métier où on est tous les maillons d'une chaîne, aussi bien en tant que trader qu'au niveau de l'exécution, que du trade finance. C'est des départements différents, mais on ne peut pas... il peut avoir une locomotive, mais elle ne peut pas marcher sans tout ce qui va avec les wagons et tout ça. Et on est tous les maillons d'une chaîne et on doit être solidaires les uns des autres. Quand on a un problème, eh ben, on doit faire appel à un trader qui est aussi peut-être sur une autre matière, peut-être sur un autre continent, et lui demander son avis, on échange ensemble et on arrivera à trouver une solution. Ça ne peut pas être un one-man show. Est-ce que tu penses que ça, c'est partagé par l'ensemble des traders ou c'est quelque chose que tu as pu valider auprès de tes confrères Ça dépend de quelle génération de traders on parle, je pense. Ça, c'est voilà, hein, comme dans tout. Et malheureusement, on arrive à une certaine période où on peut être un peu old school, où on peut se dire qu'on est un peu les vieux de la vieille dans ce métier-là. Mais vous avez fait la trace, en tout cas. Vous avez tracé le chemin et montré l'exemple. Après, en fonction des évolutions du monde globalement et des générations, on verra comment eux vont s'approprier ça. Mais s'il y a une signature... ou s'il y a quelque chose à retenir de ça, et moi je l'applique aussi dans mes équipes, hein, c'est le fait d'avoir une bonne compatibilité et travailler en équipe. Le travail en équipe, c'est la clé de la performance pour moi. Quand tu termines Londres, qu'est-ce qui t'arrive? Quand je termine Londres, eh ben, je décide de saisir une nouvelle opportunité dans une nouvelle structure, une société qui était en train de se créer, qui était un de mes clients des années passées, parce que très rapidement, j'ai basculé de tout ce qui était Amérique centrale, éthanol, au sucre. Un de nos collègues était muté, lui, dans le département grain en Afrique du Sud, et j'ai repris tout son portefeuille dans le sucre, et c'est là où je suis rentré pendant une dizaine d'années dans le trading du sucre. Et là, j'avais rejoint une autre structure sur Genève qui se créait. C'était un challenge. J'ai été très content de faire ça. Ça n'a pas duré très longtemps pour diverses raisons. À des moments, j'ai regretté d'avoir quitté le groupe Louis Dreyfus, ça c'est sûr. Mais en même temps, j'ai énormément appris avec ce changement-là. Et c'est ce qui aussi m'a fait bouger de Londres à Genève. J'avais envie d'un changement. Parce que de temps en temps, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc j'avais envie de ce changement-là à titre personnel, pour ma famille et aussi à titre professionnel. D'accord. Et donc tu passais de l'éthanol au sucre. Là, le passage s'est fait... Très facilement. Facilement, mais tu étais sur quel marché du coup? Et ben là, c'est à ce moment-là où je suis vraiment rentré. Donc ça, c'était 2005-2006 sur les marchés africains. Donc tu n'as pas tellement pu t'appuyer sur le monde de l'Amérique du Sud vers l'Afrique pour développer. Tu es reparti de zéro un petit peu, fois. parce que c'est tout ce qui était Amérique du Sud m'a énormément servi, parce que c'était tout ce qui était origination. D'accord. Pendant quelques années chez Dreyfus, au niveau du sucre et de l'éthanol, je m'occupais de l'origination en Amérique du Sud avec les producteurs. Et là, j'ai plus basculé du côté destination au niveau des importateurs qui, eux, aussi bien de l'éthanol, du sucre et plein d'autres produits. Et là, sur le continent africain et qui plus est sur l'Afrique de l'Ouest, c'est là où j'ai commencé réellement à aller sur le terrain et rencontrer des clients en Afrique de l'Ouest. Et maintenant, ça va bientôt faire 20 ans que je n'ai pas quitté ce continent-là. Tu as commencé par quel pays en Afrique de l'Ouest? Première fois, l'Angola. Première rencontre avec l'Afrique, c'était la première fois pour toi, hein? Oui. Qu'est-ce qui était fantastique? Qu'est-ce qui t'a touché? Un changement radical de culture, une gentillesse, un sourire en permanence. Ça veut dire que l'Amérique du Sud sont moins gentils, il faut qu'on fasse attention. Non, pas du tout, mais c'est pas du tout la même culture. Non, c'était fantastique. J'ai été, dès le départ, vraiment, je suis tombé sous le charme. Dis-moi, le sucre, l'Afrique et cette structure à Genève, ça dure combien de temps pour toi? 2 ans et demi, 3 ans. Et ensuite? Et ensuite, comme dans de nombreux
avocat, c'est le relationnel, c'est les discussions, les rencontres qu'on peut faire à droite à gauche. Et là, lors de certains voyages, et même une fois dans un aéroport, j'avais rencontré Alexandre Bauche, et c'est là où il avait un besoin à Paris pour prendre la responsabilité de son département trading sucre sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc j'ai rejoint la société Bauche à Paris en 2007. En tant que? En tant que trading manager sur toute la destination. Africain. Oui. Et donc là, trading manager, est-ce que ça voulait dire que tu avais une équipe à manager? Oui. Ce que tu n'avais jamais fait auparavant? Ce que j'avais jamais fait auparavant. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. On devait recruter des gens et puis on a recruté des jeunes. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à former certains jeunes avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Et je suis très content pour eux parce que pour la plupart, ils ont bien, voire très très bien réussi. Ils sont restés dans ce métier-là. Et par contre, je pense que c'est pas fait pour moi le management. Quel style de management tu avais? Peut-être un peu trop cool ou... Et pourquoi tu dis que c'est pas pour toi? Non, c'est pas pour moi parce que je préfère aujourd'hui être dans les affaires au quotidien, gérer un portefeuille de clients, gérer un PNL plutôt que de manager du monde. D'accord, ok. Bon, c'est bien. Oui. Ça t'a permis de... Ah ben, j'ai appris que c'était pas pour moi. Voilà, c'est ça l'aventure d'une carrière. Et qu'est-ce que tu fais après Bauche? Après Bauche, la société était une société familiale qui a été vendue au groupe EDF Man. Et donc tout le monde basculait plus ou moins tout le monde basculait sur Londres. Pour des raisons familiales, j'avais aucune envie de retourner à Londres. C'était un peu trop compliqué. 3 enfants, aller à Londres, ça ne me disait pas. Pourtant, j'avais adoré mes 5 années à Londres au sein du groupe Dreyfus. Et là, à nouveau, lors de certaines discussions, j'ai l'opportunité et la chance de rejoindre à nouveau un des grands groupes du négoce, qui est le groupe Bunge, où à ce moment-là, ils voulaient créer un département Afrique de l'Ouest pour développer tout ce qui était sucre et en même temps les grains. Et donc je suis arrivé, j'ai redéménagé toute la famille à nouveau de Paris à Genève en 2013. Et là, j'ai rejoint Bunge pour développer ça, et ça s'est très bien passé. Sucre et grain. Oui. Comment tu fais alors, à ceux qui ont du mal, nous on rencontre ça dans nos métiers de chasseurs. Ah non, 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 on veut absolument quelqu'un qui sort du sucre ou qui sort du grain, la passerelle est compliquée. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors là, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé là-bas, c'est une société qui est énormément basée sur les grains, donc il y avait toutes les compétences au niveau humain. Déjà une personne, un jeune qui s'occupait un petit peu de cette destination-là, sur les grains, mais qui ne connaissait pas bien la destination. Il connaissait les grains, mais pas la destination. Donc on a fait un très bon binôme pendant un certain temps. Moi, je connaissais la destination, mais pas les grains. Et donc on a travaillé ensemble et on a développé ensemble, et ça s'est très bien passé. Et à un moment, il est parti vers d'autres horizons, et j'ai repris en totalité tout ce qui était les grains pour le groupe Bunge sur l'Afrique de l'Ouest. Et c'est réellement à ce moment-là où j'ai basculé dans les grains, qui est un univers complètement différent du sucre. Et techniquement, est-ce que tu penses que c'est une réelle difficulté de passer du sucre au grain? Là, tu as eu cette chance, mais pour quelqu'un qui vient du sucre, et inversement d'ailleurs, pour quelqu'un qui vient des grains, est-ce que c'est facile de s'appliquer Moi, je pense que ça ne l'est pas du tout, parce que pas facile, mes connaissances et mes compétences sont avant tout la destination, c'est pas le produit. C'est connaître les gens, connaître la logistique, comment ça fonctionne. C'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. Et ce serait pas un problème d'aller vers une autre? Non. Alors demain, on te demande d'être café ou cacao, ça serait... Ça serait pas un problème du tout, je pense. Je m'adapterai. Mais si tu connais pas la technicité du produit, est-ce que ça peut être aussi... C'est les mêmes intervenants. Donc c'est la même méthode, c'est les mêmes intervenants, c'est la même logistique. Quel est le stress de ceux qui disent que c'est compliqué? Alors je ne te parle pas forcément de traders, mais souvent, c'est peut-être d'autres personnes, mais on entend souvent ça. Ça les rassure d'avoir quelqu'un qui vient du monde des matières dont ils s'occupent. Donc tu es d'accord que ça, voilà, aux traders qui ont envie de changer de matière, c'est possible. Il faut s'adapter. Mais c'est possible. En combien de temps on peut être capable de changer? Si on connaît la destination, si on connaît les intervenants, on s'adapte en
6 mois. 3 mois. 3 mois. On dit souvent que pour bien connaître le fonctionnement d'une matière, il faut avoir vécu 2 récoltes. Parce que ce sont des produits qui sortent de la terre, donc il faut avoir connu 2 récoltes pour comprendre la saisonnalité, tout ce qui est les fondamentaux de la production, des S&D, supply and demand et tout ça. Mais ça, c'est sur le papier. Sinon, en 2 temps, 3 mouvements, on saute dans un avion, on va rencontrer les gens, on voit comment visuellement, ça c'est très important, on voit visuellement comment tout ça, ça s'achemine en conteneur, en cargo, comment ça ensuite à la destination, comment ça se décharge, est-ce que c'est dans des sacs ou est-ce que c'est dans des vracs, quelle quantité on met dans chaque camion, parce que tout ça c'est important pour la suite, parce que c'est dans de la logistique qu'on peut gagner ou perdre de l'argent. Donc il faut maîtriser tout ça. Le produit en lui-même, que ce soit café, donc Robusta, Arabica, qui soit doux, fort, et peu importe ça. Ok, donc les compétences, si tu veux, d'après ce que tu dis, les compétences sont transférables d'un produit à un autre. Oui. Il faut connaître, en revanche, la destination. Oui. Au moins avoir un élément clé sur lequel tu peux t'appuyer et puis cette personnalité. Est-ce que tu fais partie des traders qui utilisent le format papier pour soutenir ton trading physique? Est-ce que tu es aussi sur le dérivé? Tu es plutôt un marketeur. Automatiquement, au fur et à mesure des années, on est obligé et c'est incontournable. Mais demain, et je l'ai fait aussi par le passé, des matières qui n'étaient pas cotées en bourse. Et ça, c'est pas ma compétence numéro 1. On est automatiquement amené à le faire. Donc oui, on fait du papier, mais moi, je fais du papier pour le bien du physique. Oui, voilà. D'accord, tu es d'accord en négociation. Et plus je peux avoir mes yeux en dehors d'un écran, le mieux je me porte. Oui, je comprends. Et après cette aventure Bunge, il y a eu une suite. Et d'ailleurs, pourquoi tu quittes cette aventure Bunge? Eh bien, une fois de plus, je pense que arrivé à un certain temps, j'aime les nouveaux challenges. Et là, le groupe Bunge commençait à avoir une grosse restructuration et commençait à avoir beaucoup moins d'appétit pour le risque. Et la destination Afrique de l'Ouest, c'est une destination à risque. Il faut savoir la gérer, la manager, mais c'est une destination à risque. Oui. Et là, le groupe Bunge commençait à perdre de son appétit et en même temps passer par une phase de restructuration très importante au niveau mondial. Et là, à nouveau, une grosse opportunité. Un des grands patrons de chez Bunge venait de se faire débaucher dans un nouveau groupe qui arrivait sur le marché en tant que très grand groupe du négoce, qui est COFCO. Et là, COFCO, tout de suite, le CEO de COFCO lui avait dit « Je veux développer l'Afrique de l'Ouest ». Et cette personne-là en question, avec qui j'avais travaillé pendant très longtemps, qui n'est autre que M. Paul Betson, a dit « J'ai quelqu'un qu'il faut, j'ai la personne qu'il faut ». Et là, on a discuté pendant quand même 4-5 mois, parce que j'allais pas me jeter dans le vide comme ça, et j'ai changé pour changer. J'avais aucune envie de changer, j'avais aucun besoin et aucune envie de changer. J'aurais pu m'adapter aux changements internes de chez Bunge et continuer sur d'autres choses. Mais là, c'était une opportunité incroyable, à savoir dans un grand groupe, ils me donnaient tous les moyens nécessaires, et ils me donnaient une feuille de papier blanc, ils m'ont dit « Vas-y, maintenant, on veut des flux à la destination, on veut développer cette destination-là ». Et ça a commencé exactement il y a 5 ans, en août 2013. Et aujourd'hui, le groupe COFCO est devenu un des leaders sur le marché des grains sur l'Afrique de l'Ouest. Bravo. Ouais. Et est-ce qu'on peut comprendre, au travers de tout ton récit, que la réputation aussi sur le marché auprès des concurrents, auprès des collègues ou compétiteurs, appelle-les comme tu veux, elle est importante? Mais c'est surtout la réputation auprès des clients, parce que je suis parti avec 80 ou 90% du portefeuille que je gérais avant, et les clients qui me faisaient confiance. Et leur première question a été, est-ce que chez COFCO, ils sont capables de m'apporter le même produit dans les mêmes conditions et sans problème, etc. Et la réponse était oui. Et dans ce cas-là, ils m'ont suivi parce qu'ils me faisaient confiance, parce que ça faisait longtemps que je travaillais avec eux.
Et c'est ça qui a fait que ça a pris, ça a vite marché, et aussi une compétence interne au groupe COFCO, un très bon positionnement au niveau des origines, des très bonnes personnes en interne à tous les niveaux, que ce soit le trade finance, les opérations, et le risk management aussi, le département risk management de COFCO, parce qu'ils ne connaissaient pas l'Afrique de l'Ouest, et ils ont été à l'écoute, ils ont été curieux d'apprendre, de comprendre. Au lieu de recevoir une lettre de crédit d'une banque où ils avaient l'habitude, là ils parlaient, c'était une banque africaine, ils ont travaillé et tous ensemble on a réussi en quelques années à avoir de très très bons résultats. Alors la réputation c'est important au niveau des clients, mais c'est important aussi au niveau de la concurrence, parce qu'on discute beaucoup avec la concurrence pour comprendre un petit peu les marchés, où ça en est, et c'est vrai que de ce côté-là, au fur et à mesure des années, maintenant ça fait 25 ans que je fais ce métier-là, je pense avoir une certaine légitimité auprès des anciens et auprès même des jeunes et des nouveaux qui arrivent sur le marché, qui m'appellent de temps en temps pour me demander des conseils et auxquels je réponds avec le plus grand des plaisirs. Et donc tu es plutôt un bâtisseur, on va dire, hein, à chaque fois. Tu aimais bien la feuille blanche, tu aimais recommencer encore une fois l'histoire, donc tu n'as pas peur, tu y vas. Non. Confiance en Mais toi. pour faire ce métier-là, il ne faut pas avoir peur. Donc il faut y aller. Hein. On peut se planter, mais si on a confiance en soi, si on a confiance en ses équipes, si on a confiance dans la structure dans laquelle on travaille, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et la preuve, voilà. Donc oui, là, je me suis prouvé à moi-même en partant de chez Bunge et en arrivant chez COFCO. J'ai pris un énorme risque. C'était un énorme challenge. J'étais très bien, j'étais au chaud, tout allait bien. J'aurais pu rester là-bas et tout, mais j'avais besoin de ce nouveau challenge pour me prouver à moi-même que je pouvais arriver à recréer quelque chose de nouveau depuis zéro. D'accord. Voilà. Et on parlait des jeunes ensemble tout à l'heure. Comment ça se passe? Comment tu vois ce métier évoluer? Comment tu vois la nouvelle génération? Quelles sont les attentes selon toi? Nous, on les a aussi chez nous, mais quelles sont les attentes des futurs jeunes négociants, qu'on appelle plus des traders, parce qu'ils sont aussi plus sur la partie finance, hein. C'est très challenging d'avoir des jeunes dans son équipe, et moi j'en ai un que j'ai pris un peu sous mon aile, qui était chez COFCO au niveau des opérations et qui maintenant est monté au niveau du trading. Et c'est très challenging parce qu'ils vont très vite. Ils vont très vite, ils ont soif d'apprendre et en permanence ils nous challengent avec leurs nouvelles techniques. Ils comprennent très rapidement, ils passent d'un écran à l'autre, ils ont des méthodes qui sont différentes. C'est vrai, moi je travaille un peu à l'ancienne avec mon cahier et mon crayon. Et comment ça cohabite tout ça? Ça cohabite très bien. Ouais. Chacun connaît ses limites, chacun connaît ses compétences, et je pense qu'on s'appuie les uns sur les autres pour aboutir à nos objectifs. C'est le but, il n'y a pas une personne qui a la bonne méthodologie, il n'y a pas une personne qui a en permanence raison. Et c'est ça notre métier avant tout, c'est la communication, et c'est en discutant en interne dans des équipes, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir maintenant une personne qui travaille au quotidien avec moi, parce qu'avant j'étais un petit peu seul, donc si on doit réfléchir et se poser des problématiques, si on réfléchit qu'avec soi-même, on n'est pas challengé, donc quand on est deux, on est plus challengé, et c'est très bien. Alors les jeunes d'aujourd'hui, ils sont impatients, c'est ça leur problème je pense, ils sont très très impatients, il faut que tout arrive très rapidement. Et souvent, malheureusement, on a l'impression que pas tout leur est dû, mais l'entreprise leur doit plus qu'eux, ils doivent à l'entreprise. Et il faut apprendre, ça prend du temps. Moi, j'apprends encore au quotidien aujourd'hui. Je viens d'avoir 50 ans et ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier-là et j'apprends encore. On ne peut pas avoir la science infuse et tout savoir. Donc, il faut prendre son temps. Qu'est-ce que tu leur conseilles justement, de prendre son temps? Déjà, je leur conseille d'aller à chaque fois au bout de leurs idées, de challenger les gens qui vont être autour d'eux dans une entreprise de négoce, parce que plein de personnes sont en permanence à vouloir dire non à quelque chose pour des raisons de risk management, des raisons peut-être de limite de budget, mais si on pense qu'on connaît bien et si on pense qu'on peut aboutir et pour le bénéfice de la société, il faut toujours aller jusqu'au bout, et même quand on aura des bâtons dans les roues et des personnes qui vont nous dire non, il faut les challenger pour obtenir un oui. Mais pour ça, il ne faut pas baisser les bras et il faut aller se battre, il faut être sur le terrain. Et alors, en résumé, si tu devais
proposer à un jeune qui veut se lancer dans le négoce, parce qu'il a vu plein de belles choses par rapport à ça, et finalement, peut-être moins, il a moins vécu les difficultés, mais qu'est-ce que quelqu'un de nouveau dans ce métier devrait vérifier en termes de personnalité avant de se jeter dans ce métier-là, avant de se lancer dans cette carrière? Quelles sont les choses que l'individu jeune devrait vérifier, homme ou femme d'ailleurs? On parlait de résilience, on parlait de patience, on parlait de plein de choses. Quel conseil tu leur donnerais concernant leur introspection, leur personnalité, justement, on fait beaucoup de tests de personnalité, avant d'entrer dans ce métier? Qu'ils s'assurent d'avoir quoi? Aimer le challenge. Aimer le challenge, aimer relever des défis, être curieux, et surtout ne pas avoir une envie d'avoir un poste sédentaire. Ça, c'est, je pense, les premiers éléments. Et puis après, avoir des aptitudes au niveau de la communication. Si c'est une personne qui, je sais pas, dans un anniversaire, dans une soirée, passe sa soirée tout seul dans son coin à parler à personne, je pense qu'il faut qu'il fasse un autre métier. Il faut quand même être assez sociable, aller vers les autres, être à l'écoute. Et c'est une nécessité. Quelles sont les innovations, sans transition comme ça, les innovations justement que tu commences à voir dans ton métier et que tu penses être... Les innovations ont vraiment fait du mal et du bien à notre métier. Du mal, pourquoi? Parce que l'accès à l'information de tout le monde à tout instant a fait qu'il y a une transparence absolue et immédiate. Et donc, du coup, nos métiers qui sont des métiers à risque, qui sont des métiers qui sont très, très importants au niveau des capitaux engagés, les marges sont énormément réduites. Aujourd'hui, c'est 1% de marge et encore. Donc ça, c'est les nouvelles technologies d'aujourd'hui qui ont fait du mal à notre métier. Tu penses que c'est l'accès à l'information plus rapide qui vous empêche d'obtenir les marges que vous obteniez avant? Bien sûr. Aujourd'hui, n'importe quel industriel acheteur de matières premières agricoles, que ce soit du maïs, du soja, du blé ou autre, il est immédiatement au courant que la production du Canada, suite à des intempéries, a baissé de 5 millions de tonnes, donc du coup que Chicago a pris 27 dans la dernière demi-heure. Ce qu'ils ne savaient pas avant. Ah oui. Donc ça nous permettait, sans non plus exagérer, mais ça nous permettait de mieux travailler et d'avoir des marges un petit peu plus conséquentes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'un autre côté, ces innovations et ces nouvelles technologies sont très très bonnes pour notre métier parce qu'on arrive à avoir donc cette information, pouvoir suivre tous les bateaux d'un port de chargement à un port de déchargement, donc comprendre beaucoup mieux, optimiser beaucoup mieux, anticiper beaucoup mieux et surtout être au service de nos clients pour les conseiller de prendre des positions à tel moment ou à tel moment, en espérant qu'on ait le bon conseil. Parce qu'avant tout, on travaille aussi pour le compte de nos clients. Donc c'est l'information, en réalité. Oui. L'innovation oui, l'information. C'est principalement l'information. Oui, il y a beaucoup de nouvelles sociétés spécialisées dans l'information qui se sont créées ces dernières années. On parle mal globalement du négoce. Pourquoi? J'ai l'impression, moi qui viens du shipping et du négoce, avant d'être fondatrice d'un cabinet de chasse de tête, mais j'ai du mal, j'ai vécu des années extraordinaires, j'ai touché le métier du doigt vraiment de près. Ces acteurs aussi, des gens comme toi, qui ont des carrières incroyables et des histoires de vie incroyables. Pourquoi aujourd'hui le négoce est autant décrié? Pourquoi on a l'impression qu'on... Moi, j'entends pas mal parler du négoce. Alors, les traders vous affamez certains pays, vous êtes... voilà, c'est à cause de vous qu'il y a de l'inflation, etc. Qu'est-ce que tu réponds quand on dit ça? Est-ce que tu penses que c'est le cas? Est-ce que tu penses que c'est mais non, je réponds, je sais même pas quoi répondre, parce que ceux qui disent ça, je pense que ce sont des ignares. Aujourd'hui, nous, on est au service des flux
il y a des pays producteurs excédentaires, il y a des pays consommateurs déficitaires, et on bouge des flux d'un point A à un point B. Le constructeur automobile, peu importe que ce soit Pierre-Paul ou Jacques, lui, il va acheter des matières premières, fabriquer un moteur, et il va le vendre avec 30 ou 40% de marge. Donc nous, on a des marges qui ne sont pas du tout là. Et dernièrement, on l'a bien vu, en plus, avec ce qui vient de se passer depuis 2 ans avec la guerre en Ukraine et en Russie, qui compte là-bas pour 30% de la production mondiale quand même de blé. Les prix ont énormément augmenté et on a dû discuter avec les clients, trouver des accords, les aider énormément pour que derrière, il n'y ait pas trop d'impact sur leurs marchés locaux pour pas qu'il y ait une inflation au niveau du produit fini. Et on a été très impliqués là-dedans. Les groupes de négoce aujourd'hui sont les premiers à s'impliquer dans tout ce qui est respect de la planète, la sustainability et autres. Donc, quand les groupes justement de négoce s'impliquent dedans, on pourrait imaginer que ce soit pour se racheter une conduite et montrer aux yeux du monde qu'ils sont vraiment qui sont vraiment clean. C'est pas ce que je pense, mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi? À nouveau, je pense que c'est des gens qui comprennent pas le métier. Plein de gens pensent que, oui, évidemment qu'on est là avant tout à but lucratif. On est là pour créer du PNL. On est là pour créer, voilà, et plus du P que du L, donc plus de profit que de loss. Mais pas à n'importe quel prix. Mais pas à n'importe quel prix. Évidemment que notre rôle, c'est d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Mais d'abord, ça, c'est de la loterie. C'est de la loterie tous les jours. Tous les jours, c'est la bourse. C'est la bourse qui fait le marché. C'est l'offre et la demande qui fait le marché. Et nous, on est au milieu. Comme dans n'importe quelle industrie, comme dans l'immobilier. Comme dans l'immobilier. Donc les vendeurs, les agences immobilières, elles sont là sont des vendeurs, des marchands de sable ou comment on est, non, marchands de sommeil, voilà, pardon. Oui. Mais non, on travaille à but lucratif, mais avant tout, on est là pour discuter avec des industriels ou des négociants à la destination, trouver les meilleures solutions, les aider dans leurs différentes problématiques, des problématiques de périodicité d'approvisionnement, des problématiques de logistique, des problématiques de financement. Depuis la hausse des prix dans toute la zone Afrique, il n'y a plus de devises, donc les clients qui sont, eux, débités dans leur monnaie locale, en CFA, n'arrivent pas à nous créditer en euros, mais nous, on leur apporte de la patience. Oui, on doit les facturer sur des taux d'intérêt, mais on les facture sur les taux d'intérêt, pas à leur niveau national, qui est à 15%, mais à nos niveaux qui sont à 6%. On est là pour les aider, pour les accompagner, parce que si on assassine directement un de nos clients, on ne le reverra jamais. Notre but, c'est de le voir devenir performant. Mais je crois que, alors je t'entends, mais dans la passion, finalement, ces métiers, c'est souvent un métier passion. Honnêtement, moi, je le pense. Je n'aurais pas pu faire le métier qu'est le mien dans une autre industrie. Et c'est cette complexité. Tu as parlé de trouver des solutions, cette capacité à être agile face à différents problèmes. Moi, encore une fois, je viens du shipping et du négoce. Jamais un jour est comme un autre. Je ne sais pas si toi, tu arrives le matin. Tu es d'accord que quand tu arrives le matin, grosso modo, tu as une vague idée de ce qui va se passer. Il y a toujours un truc dans la journée qui fait que tu n'avais pas prévu ça. Et ça fait 25 ans que ça a duré, je trouve ça fantastique. C'est incroyable. Je crois que c'est ce qu'on aime tous là-dedans. Mais j'allais te poser la question justement, est-ce qu'après 25 ans, qu'est-ce qui te donne toujours le feu et la motivation? Que tous les jours, il y a un truc différent, de nouveau. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Est-ce que demain, le week-end dernier, avec ce qui s'est passé en Russie et peut-être la prise de Moscou par des rebelles, on s'est dit que le lundi allait être complètement différent. Finalement, le dimanche, ça s'est calmé. On avait tous travaillé en équipe sur les groupes de WhatsApp le week-end à se poser des questions, à essayer d'analyser pour être prêt dès le lundi matin à réagir en fonction de l'ouverture des marchés. Finalement, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait cru, mais tous les jours, il y a quelque chose de différent et c'est fantastique. Et il faut s'adapter, on doit s'adapter. C'est toujours ça, hein, c'est ce que j'entends. Toujours s'adapter. Et une des dernières questions aussi pour moi, ce serait de savoir quel est d'après toi, vous avez tous bien sûr des talents, mais quelle est ta spécificité à toi, ta signature en tant que trader, c'est quoi?
Être à l'écoute et m'adapter. C'est l'adaptation pour toi. Et puis être passionné. Ça, c'est ta force par rapport à d'autres, je dirais. Oui, et être passionné. Et si tu avais dû faire une autre carrière, finalement, tu t'es déjà posé la question? Non. Si j'avais dû faire une autre carrière, j'aurais fait la même. J'aurais fait la même. T'as pas une autre carrière où tu te disais, tiens, j'aurais pu aller dans ce domaine-là, ça m'aurait autant intéressé? Non, parce que j'ai toujours voulu faire ça. Alors j'aurais pu faire une autre carrière. J'aurais pu faire une autre carrière dans le trading. Longtemps, je voyais mes collègues qui s'occupaient de la destination de l'Asie. Je les enviais un petit peu parce que c'est des marchés qui sont quand même plus modernes, plus faciles, plus lisses. Et pendant longtemps, je me suis dit, waouh, je suis tombé sur l'Afrique de l'Ouest. C'est devenu ma spécialité. Aujourd'hui, ce sont mes compétences et on m'embauche pour ça. Et c'est là où je suis bon, donc je ne vais pas pouvoir malheureusement basculer sur un autre continent. Mais aujourd'hui, je suis très content. Et s'il n'y a pas 2 mois consécutifs où je n'ai pas mis mes pieds en Afrique de l'Ouest, je suis un peu malheureux. Il me manque. Voilà. Et tu aurais pu être dans une autre matière? Tu aurais pu être dans l'énergie? Tu aurais pu être dans complètement... Oui, l'énergie aussi, ça aurait pu être... En fait, c'est pas ça qui compte pour toi. Demain, on me proposerait un énorme challenge très intéressant en me disant, bah voilà, mais c'est un autre produit, mais c'est sur la zone, et que je m'aperçois que c'est compatible, c'est les mêmes intervenants et tout ça, c'est juste le produit qui change. Pourquoi pas recommencer à nouveau avec une feuille de papier blanc? Mais non, là où je suis aujourd'hui, je suis très content. Je pense que ça a été un énorme challenge, un énorme risque que j'ai pris il y a 5 ans. Et j'ai la chance d'être dans un groupe qui est très à l'écoute, qui donne plein d'opportunités à diverses personnes sur divers continents. Le groupe va continuer à grandir et il y a plein d'opportunités à venir, que ce soit sur l'Afrique ou ailleurs. Et c'est très bien comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai peut-être plus envie de recommencer à zéro comme je l'ai fait à plusieurs reprises. Comment tu gères la compétition, la concurrence? Parce que c'est un marché concurrentiel. Comment tu gères ça? Je n'ai pas de concurrence, ça va très bien. Non, je le gère bien. Je m'entends très bien avec la concurrence. Et il y a de la place pour tout le monde. On ne peut pas s'imposer et avoir un monopole. C'est nécessaire pour les clients d'avoir plusieurs sources d'approvisionnement. Et je suis le premier à dire à certains clients, non, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu devrais plutôt regarder à diversifier. Alors après, il y a des concurrents avec qui ça se passe très très bien, d'autres avec qui j'ai pas trop de contact, et d'autres avec qui ça se passe mal parce que peut-être qu'ils ont une attitude qui est pas trop à l'ancienne, qui est un peu trop moderne ou qui respecte moins les coutumes. Oui, exactement. Alors, on va terminer notre échange et je te remercie d'avoir essuyé les plâtres de cette première qui, j'espère, est une série, est une promesse d'une longue série. Est-ce que tu aurais envie, pour conclure notre échange, de dire quelque chose en particulier qu'on aurait oublié dans cet échange d'inspiration de carrière? Bah, écoute, déjà, je te remercie beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, j'étais très content et j'ai répondu immédiatement à ton invitation parce que je trouve que c'est très important d'avoir dans notre métier où on perd de plus en plus ce côté relationnel qui va être en dehors du travail au quotidien. Et grâce aujourd'hui à des gens comme toi, en Person World, on arrive à avoir beaucoup de social events où on se retrouve entre concurrents aussi. Donc ça nous permet de discuter entre nous. Et pour ça, je tiens à te remercier et te féliciter. Merci Grégoire. C'est moi qui te remercie, Penda.